Un porc peut mentir de deux façons. Soit il ment par le bruit, soit il ment par le silence. Corpus Christi, au Texas, a choisi la seconde option. Plus aucun pétrolier géant amarré au quai, plus aucune grue en mouvement, plus aucun bourdonnement de moteur qui annonce un chargement vers l'Asie. Juste des cuves qui débordent, des pipelines qui coulent tout ralenti, et des employés qui regardent l'horizon vide en attendant des bateaux qui ne viendront plus. Pendant des années, ce port symbolisait la percée énergétique américaine, la preuve que Washington pouvait dicter sa loi au marché mondial du brut. Aujourd'hui, il ressemble à un décor abandonné, un monument à une victoire que personne n'a célébrée parce qu'elle n'a jamais eu lieu. Voici le chiffre qui devrait alarmer n'importe quel analyste sérieux. Au milieu de l'année 2025, les exportations américaines de pétrole vers la Chine sont tombées de 160 000 barils par jour à un niveau proche de zéro. Pas d'embargo signé, pas de communiqué officiel, pas de sanctions annoncées en grande pompe à la Maison-Blanche. Juste un silence progressif, méthodique, presque chirurgical, comme si Pékin avait simplement cessé de composer le numéro. Et pendant que ce vide s'installait, Donald Trump proclamait la domination énergétique américaine comme un fait acquis, tout en lançant une opération militaire contre le Venezuela, convaincu que la force pouvait encore réécrire les règles du jeu pétrolier mondial. Sauf que la Chine, elle, ne jouait plus à ce jeu-là. Ce qui s'est passé ensuite n'est pas une simple fluctuation commerciale. C'est une rupture stratégique, silencieuse, calculée. Et si vous ne l'avez pas vue venir, c'est précisément parce qu'elle n'a jamais été annoncée. Elle s'est construite contrat par contrat, virement par virement, jusqu'à devenir irréversible. Remontons un peu en arrière pour comprendre l'ampleur du pari que les États-Unis ont perdu sans même s'en rendre compte. Entre 2015 et 2023, les ports du Golfe du Mexique ont reçu plus de 25 milliards de dollars d'investissement. De nouveaux terminaux, des quais élargis, des ports dragués en profondeur, tout cela conçu pour une seule finalité, expédier des volumes massifs de brut vers l'Asie, et en particulier vers la Chine, le marché pétrolier à la croissance la plus rapide de la planète. L'objectif affiché était limpide, presque naïf avec le recul. Sécuriser une position dominante chez le plus gros acheteur du monde. Washington pariait que sa production, son prix compétitif, son image de baril de la liberté suffirait à enchaîner Pékin durablement à l'économie américaine. Mais à la fin de l'année 2025, ce pari s'est effondré comme un château de cartes qu'on n'avait même pas vu trembler. Les raffineurs chinois n'ont pas attendu une clarification politique de Washington. Ils ont simplement arrêté de réserver des cargaisons américaines. Reuters l'a confirmé en novembre 2025. Même avec des rabais significatifs sur le prix, les barils américains restaient sur le carreau. Ce n'était pas une question d'offre insuffisante. C'était une question de système. La Chine avait déjà reconfiguré tout son appareil d'importation, ses raffineries optimisées pour les mélanges russes et moyen-orientaux, ses réseaux de paiement recentrés sur le yuan, ses routes maritimes ancrées à des fournisseurs totalement hors du contrôle américain. Et pendant que ce basculement s'opérait dans l'ombre, que faisait la Maison-Blanche? Selon le Wall Street Journal, elle a redoublé d'accusations, pointant du doigt l'Iran et la Chine comme responsables des prix du pétrole, menaçant d'écraser militairement le Venezuela, tout en ignorant méthodiquement l'évaporation du commerce pétrolier qui avait justifié quelques années plus tôt les investissements portuaires les plus ambitieux de l'histoire récente américaine. Arrêtons-nous un instant sur ce point, parce qu'il mérite d'être répété. Ce n'était pas du sabotage extérieur, c'était une reddition déguisée en stratégie. Pendant que Trump revendiquait une victoire sur l'OPEP à la télévision, la Chine redessinait la carte du pétrole mondial, doucement, méthodiquement et de façon permanente. Pour bien mesurer la gravité de ce qui se joue, il faut revenir un instant sur l'histoire du pétrodollar lui-même. Dans les années 70, après le choc pétrolier, Washington a scellé un pacte tacite avec Riyad. L'Arabie saoudite vendrait son pétrole exclusivement en dollars, et en échange, les États-Unis garantiraient sa sécurité militaire. Ce pacte, presque invisible pour le grand public, a été l'un des piliers silencieux de la suprématie financière américaine pendant un demi-siècle. Chaque baril vendu dans le monde, quel que soit le pays producteur, quel que soit le pays acheteur, devait transiter par le dollar. Cela créait une demande artificielle et permanente pour la devise américaine.
permettant à Washington d'emprunter à des taux que nul autre pays ne pouvait obtenir, de financer des déficits vertigineux et de projeter sa puissance financière bien au-delà de ses frontières. C'est précisément ce système, patiemment construit depuis les accords de Bretton Woods, que la Chine semble aujourd'hui démanteler pièce par pièce, sans jamais le déclarer ouvertement. Et ce basculement ne s'est pas arrêté aux frontières chinoises. En décembre 2025, l'Inde a suivi le mouvement. New Delhi a signé des contrats élargis avec Rosneft et Saudi Aramco, adossés à des règlements en yuan. La Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie ont ajusté leurs mécanismes d'achat pour favoriser une facturation hors dollar. Même le Vietnam, allié américain sur le papier, a commencé à revoir ses conditions d'approvisionnement long terme pour se calquer sur le modèle chinois. Aucun char n'a bougé. Aucun traité militaire n'a été signé. Le champ de bataille, cette fois, c'était des feuilles Excel, des clauses contractuelles, des lignes de règlement bancaire. Une guerre sans fusil, mais avec des conséquences bien réelles. Pendant ce temps, les exportateurs américains paniquaient en coulisses. Les réservoirs de stockage du golfe du Mexique affichaient un taux d'utilisation inférieur à 60% en décembre. Le terminal pétrolier de Corpus Christi, construit pour traiter 3 millions de barils par jour, voyait son flux sortant chuter sous le million. Ce n'est pas une fluctuation saisonnière, c'est un abandon. Et pourtant, la réponse officielle de l'administration a été de prétendre que cela prouvait justement que l'Amérique n'avait pas besoin de la Chine. Une contradiction presque comique quand on sait que toute la stratégie d'exportation américaine avait été bâtie, dès le départ, autour de la Chine comme client central. Quand Trump a fait volte-face sur sa propre politique tarifaire concernant l'aluminium, ce n'était pas de la flexibilité, c'était un aveu de perte de levier. Le Financial Times a rapporté que le Canada et le Mexique acheminaient désormais plus de 120 milliards de dollars de commerce annuel via leurs propres corridors atlantiques et pacifiques, contournant complètement le territoire américain. Pourquoi ce détour coûteux? Parce que la cohérence compte davantage que les slogans, et que la version américaine du levier de négociation était devenue, dans les faits, un synonyme d'imprévisibilité chronique. Mais le pétrole n'est jamais qu'un simple produit, c'est un instrument de pouvoir, et le pouvoir circule à travers la monnaie. Fin 2025, Bloomberg rapportait que plus de 80% des importations pétrolières chinoises n'étaient plus réglées en dollars. Ce chiffre n'est pas anodin. Chaque dollar exclu, c'est une unité de moins qui transite par la plomberie financière américaine. Et sans ce flux, la capacité de surveiller, de restreindre ou de sanctionner s'affaiblit mécaniquement. L'Iran l'a remarqué en premier. Au 4e trimestre 2025, les achats chinois de brut iranien ont bondi à 1 700 000 barils par jour, soit 10 fois ce que les États-Unis n'avaient jamais expédié vers la Chine à leur apogée. Une grande partie de ce flux transitait par ce qu'on appelle la flotte fantôme, un réseau flou de pétroliers naviguant sous pavillons falsifiés, sociétés écrans et paperasses de marché gris. Ce n'était plus simplement contourner les sanctions, c'était les effacer purement et simplement. Une analyse du Wall Street Journal a montré que même avec un durcissement des sanctions sur le transport maritime iranien début 2025, les mécanismes de contrôle n'ont pas réussi à tracer au moins 40% de ces exportations. Les petites raffineries privées chinoises, surnommées les théières, ont absorbé ce brut sans sourciller. Moins cher, plus simple, et surtout non américain. Ce qui rendait autrefois le pétrole américain compétitif, son prix, son échelle, son image de baril de la liberté, a été neutralisé par autre chose de bien plus puissant. La fiabilité, la commodité de paiement et le calcul géopolitique pur. Et si l'administration pensait que l'Iran était un cas isolé, elle n'observait manifestement pas ce qui se passait en Arabie Saoudite. Riyad, par l'intermédiaire d'Aramco, n'a pas seulement accepté des règlements en yuan pour certains acheteurs chinois. La compagnie a investi des milliards dans les capacités de raffinage chinoises. Une infrastructure codétenue, cela signifie des clients captifs. Des clients captifs, cela signifie une prévisibilité à long terme. L'exact opposé de ce que proposait désormais l'offre américaine, jugée volatile et politiquement instrumentalisée. Selon le Financial Times, la réserve stratégique de pétrole chinoise a franchi le seuil des 3 mois d'importation en décembre 2025.
dépassant même les recommandations de l'Agence internationale de l'énergie. Les fournisseurs? La Russie, l'Iran, les Émirats arabes unis et le Venezuela. Aucun d'entre eux n'exigeait de paiement en dollars. Aucun ne portait l'empreinte de Washington. Et ce n'était pas qu'une question économique, c'était une question d'immunité. Il est utile à ce stade de rappeler un précédent historique troublant. Dans les années 2010, la Russie avait déjà commencé à réduire sa dépendance au dollar après les premières sanctions liées à la Crimée. À l'époque, beaucoup d'analystes occidentaux avaient balayé cette initiative comme marginale, presque symbolique. Une décennie plus tard, cette même Russie, sous sanctions bien plus lourdes après 2022, s'est retrouvée capable de continuer à vendre son pétrole, son gaz, ses céréales, précisément grâce aux mécanismes alternatifs patiemment mis en place des années auparavant. Ce que Moscou a testé à petite échelle, Pékin semble aujourd'hui le déployer à l'échelle industrielle, avec des moyens financiers sans commune mesure, et avec l'appui discret de partenaires qui partagent le même intérêt. Réduire leur exposition à un système que Washington a de plus en plus utilisé comme une arme plutôt que comme une infrastructure neutre. Si vous voulez comprendre ce qui se passe vraiment derrière ces chiffres qui semblent techniques, mais qui redessinent en réalité l'équilibre mondial, abonnez-vous et laissez un like. Parce que la suite révèle à quel point ce basculement était déjà institutionnalisé, bien avant que quiconque à Washington ne s'en aperçoive. En construisant une architecture pétrolière indépendante de l'infrastructure financière américaine, la Chine a érigé un véritable pare-feu contre la pression américaine. Plus besoin de SWIFT, plus besoin de contourner des sanctions, plus besoin d'accès au système bancaire occidental. La contradiction est presque tragique. L'Amérique a passé 2 décennies à mettre en garde contre les risques liés à la sécurité énergétique, avant de transformer son propre système en arme, jusqu'à ce que ses acheteurs choisissent tout simplement de sortir du jeu, définitivement. Et pendant que l'administration exécutait ses tours de piste rhétoriques sur la victoire dans la guerre commerciale, le rôle central du dollar dans le règlement pétrolier mondial commençait à s'effriter, silencieusement, structurellement. Au 4e trimestre, l'Inde a rejoint ce mouvement. Des accords avec la Russie et l'Iran, réglés via des mécanismes d'échange roupie-yuan, permettant de contourner intégralement les banques occidentales. Même des raffineurs européens, qui continuaient pourtant d'acheter du brut américain, ont commencé à négocier des délais de paiement étendus et des options hors dollar pour atténuer leur exposition au risque de change. Ce ne sont pas de simples ajustements de politique commerciale. Ce sont des sorties structurelles, profondes, difficilement réversibles. Les États-Unis n'ont pas simplement perdu la Chine comme client, ils ont perdu le dernier monopole du pétrole, le pouvoir de fixer les prix, de punir et de convaincre par le levier monétaire. Et ce n'était pas une défaite imposée par la force, c'était une défaite par manque de compétitivité. L'Amérique a été dépassée, méthodiquement, sur son propre terrain. Même le Canada, le plus vieil allié américain dans le secteur pétrolier, a discrètement redirigé ses exportations vers l'Asie. Un rapport Reuters de décembre 2025 confirmait que les expéditions de brut canadiens via les ports américains avaient chuté de 40% sur un an. La raison? L'imprévisibilité commerciale et les tarifs douaniers imposés durant les tentatives de Trump de tout renégocier simultanément, sans distinction entre alliés et rivaux. Un allié historique, traité comme une variable d'ajustement dans une négociation à somme nulle, a fini par tirer les mêmes conclusions que Pékin, Téhéran ou Riyad. Mieux vaut la stabilité ailleurs que la loyauté ici. Alors, où cela laisse-t-il l'Amérique aujourd'hui? Des ports construits pour des acheteurs qui sont partis. Des pipelines qui ne mènent plus nulle part. Des systèmes de paiement que plus personne n'utilise. Une stratégie entière construite sur le postulat que le prix triompherait toujours de la politique et qui a perdu ce pari fondamental. Le Financial Times écrivait que les exportateurs américains se rabattent désormais sur des marchés secondaires en Europe, en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est. Mais aucun de ces marchés n'égale la Chine en volume, en influence ou en constance de prix. On peut remplacer un client. On ne peut pas remplacer un marché entier. Et en décembre 2025, ce marché avait déjà tourné la page. Ce qui reste, c'est du bruit. Des invasions militaires, des déclarations politiques tonitruantes, une infrastructure devenue héritage plutôt qu'outil actif, et un président qui continue de blâmer Maduro, pendant que le reste du monde
signe des accords qui ne mentionnent même plus les États-Unis. Voici l'ironie la plus amère de toute cette histoire. Ce sont les États-Unis eux-mêmes qui ont contribué à écrire les règles du commerce énergétique mondial pendant des décennies. Aujourd'hui, ils les rejettent, et en retour, ils sont tout simplement ignorés. Personne n'a interdit le pétrole américain. On a simplement cessé d'en avoir besoin. Ce n'est pas de l'isolationnisme volontaire, c'est de l'insignifiance progressive. Et l'insignifiance ne s'annonce jamais à grand fracas. Elle s'infiltre. Un contrat non renouvelé à la fois, un pétrolier redirigé, un baril réglé dans une autre monnaie, un appel téléphonique qui ne reçoit jamais de réponse. Ce reformatage du pétrole mondial n'a jamais été une question de confrontation frontale. C'était une question de calcul froid, méthodique, patient. Et Trump, malgré toute sa rhétorique tonitruante, n'était tout simplement pas dans la pièce quand ces calculs ont été faits. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, et c'est là que les choses deviennent véritablement inquiétantes. En décembre 2025, les données de l'Administration générale des douanes chinoises ont révélé une statistique sans précédent. Pas un seul pétrolier américain n'a passé les douanes chinoises pendant tout le mois. 0 baril. 0 traitement. 0 délai. Ce n'était pas un incident technique isolé. C'était une confirmation implacable. Selon S&P Global, même les commandes de secours passées par des raffineurs indépendants s'étaient taries. Le pétrole américain n'était plus simplement mal accueilli. Il était devenu, techniquement et structurellement, inutilisable dans l'architecture chinoise actuelle. Pendant ce temps, la Banque de Chine des communications, un établissement public, a déployé un nouveau protocole de règlement international, permettant des paiements directs en yuans entre fournisseurs énergétiques et importateurs chinois, contournant à la fois SWIFT et le dollar américain. Le Financial Times a confirmé que des tests pilotes étaient déjà en cours entre des banques chinoises et leurs homologues aux Émirats arabes unis et en Iran. Ce ne sont plus de simples expérimentations isolées. Ce sont des alternatives en train de s'enraciner durablement dans l'architecture financière mondiale. Et dans un glissement encore plus profond, presque passé inaperçu dans les grands médias occidentaux, Saudi Aramco a signé en novembre une coentreprise pour construire une infrastructure de compensation en yuan à l'intérieur de la zone de libre-échange de Shanghai. Pas des terminaux pétroliers, des chambres de compensation financière. La Chine n'achète plus seulement du pétrole, elle institutionnalise la monnaie qui sert à le payer. Ce n'est pas une guerre des devises au sens classique, c'est un transfert de devises, une transaction à la fois, un partenariat à la fois, patient et méthodique, comme une marée montante qu'on ne remarque qu'une fois qu'elle a tout submergé. Et Washington dans tout cela? Toujours à agiter la menace de sanctions pour un jeu auquel de moins en moins de pays acceptent encore de participer. Pendant que les gros titres se focalisent sur ce qui s'est arrêté, le marché, lui, s'ajuste discrètement à ce qui n'a jamais cessé. Le pétrole vénézuélien recommence à circuler. Discrètement mélangé, discrètement redirigé, discrètement accepté par des acheteurs qui ne posent plus de questions. La Chine ne célèbre pas ce retour, elle le tolère simplement. Et cette tolérance suffit amplement quand la fiabilité pèse plus lourd que la réputation dans la balance des intérêts nationaux. C'est là la vérité inconfortable enfouie sous ces chiffres arides. Les systèmes énergétiques n'attendent jamais que la diplomatie les rattrape. Ils s'adaptent dans le silence, sans tambour ni trompette. Et une fois qu'un acheteur a appris à fonctionner sans vous, même imparfaitement, même avec des frictions, le levier que vous pensiez détenir ne disparaît pas dans un fracas retentissant. Il expire simplement, discrètement, comme un contrat qu'on oublie de renouveler. Le marché ne s'est pas éloigné de l'Amérique dans un mouvement de rupture spectaculaire. Il a évolué sans elle, en parallèle, comme si Washington était devenu un acteur secondaire dans sa propre pièce. Et cela soulève une question bien plus vertigineuse que celle qu'on pose habituellement. La question n'est plus de savoir comment les États-Unis ont perdu la Chine comme client. La vraie question, celle qui devrait inquiéter chaque stratège à Washington, c'est ce qui se passera quand le reste du monde réalisera, à son tour, qu'il n'a pas non plus besoin des États-Unis. Parce qu'il faut regarder les dominos qui s'alignent déjà. L'Inde qui bascule ses règlements vers des mécanismes hors dollar. L'Asie du Sud-Est qui ajuste ses mécanismes de facturation. Même des raffineurs européens, pourtant ancrés historiquement dans l'alliance transatlantique,
qui commencent à négocier des clauses de sortie monétaire. Chaque acteur, individuellement, semble anodin. Mais additionnés, ces mouvements dessinent une architecture financière parallèle, un système qui fonctionne délibérément en dehors de la portée américaine, conçu précisément pour résister à toute pression future venue de Washington. Et si cette dynamique se poursuit, et rien n'indique aujourd'hui qu'elle va ralentir, on pourrait assister à quelque chose de bien plus vaste qu'une simple perte de part de marché pétrolier. On pourrait assister à l'érosion progressive du statut même du dollar comme monnaie de règlement dominante pour les matières premières mondiales. Un statut qui a soutenu la puissance financière américaine depuis les accords de Bretton Woods, depuis l'arrangement pétrodollar scellé avec l'Arabie Saoudite dans les années 70. Ce statut n'a jamais été remis en question aussi frontalement, aussi méthodiquement, par autant d'acteurs simultanément. Il n'est pas exclu que ce que nous observons actuellement ne soit que la phase initiale d'un basculement bien plus profond, où les sanctions américaines, autrefois redoutées universellement, deviennent progressivement des instruments symboliques plutôt que des armes réellement efficaces. Si les principaux producteurs et consommateurs de pétrole au monde construisent des mécanismes de paiement qui contournent totalement le système bancaire américain, alors la capacité de Washington à isoler un pays, à étrangler son économie, à le forcer à négocier sous la contrainte financière, s'affaiblit mécaniquement, année après année. Et cela pourrait s'étendre bien au-delà du seul secteur pétrolier. Le pétrole a toujours été le premier domino de l'architecture financière mondiale, celui qui entraîne les autres dans sa chute. Si le règlement pétrolier échappe massivement au dollar, d'autres matières premières stratégiques, métaux rares, denrées agricoles, produits industriels, pourraient suivre la même trajectoire. Un marché à la fois, une devise alternative à la fois. Ce serait, dans les faits, la fin progressive d'une hégémonie financière construite depuis près d'un demi-siècle. Certains analystes évoquent déjà, avec prudence, l'hypothèse d'un monde à devises multiples pour le commerce des matières premières, un monde où le dollar resterait important, mais ne serait plus l'unique langue obligatoire du commerce mondial. Si cette hypothèse se confirme, les conséquences dépasseraient largement le secteur énergétique. Elles toucheraient directement le coût de la dette américaine, la capacité de Washington à financer ses déficits colossaux et, in fine, le niveau de vie des citoyens américains eux-mêmes, qui bénéficient depuis des décennies d'un privilège exorbitant que peu comprennent vraiment, celui d'emprunter dans une monnaie que le reste du monde est obligé d'accumuler pour commercer. Songez un instant à ce que cela signifierait concrètement pour un ménage américain moyen. Le privilège exorbitant du dollar n'est pas une abstraction réservée aux économistes. C'est ce qui permet au Trésor américain d'emprunter des milliers de milliards à des taux artificiellement bas, ce qui finance les infrastructures, les prestations sociales, la défense, sans que les contribuables n'en ressentent immédiatement le poids réel. Si cette demande structurelle pour le dollar s'érode, même progressivement, le coût du crédit pourrait grimper pour tout le monde, des prêts hypothécaires aux cartes de crédit, en passant par les emprunts d'État eux-mêmes. Ce n'est pas un scénario de science-fiction. C'est un mécanisme économique parfaitement documenté, qui explique pourquoi tant d'économistes commencent, timidement encore, à évoquer ce sujet en public, alors qu'il était considéré comme tabou il y a encore 5 ans. Et pendant que ces plaques tectoniques financières se déplacent silencieusement, la classe politique américaine continue de raisonner en termes de confrontation directe, de tarifs douaniers, d'opérations militaires, de menaces publiques, comme si la puissance se mesurait encore uniquement en porte-avions et en sanctions unilatérales. Mais peut-être qu'un calcul bien plus vaste se cache derrière ce basculement discret. Peut-être que la Chine, en construisant patiemment ses alternatives financières depuis des années, ne cherchait pas simplement à sécuriser son approvisionnement énergétique. Peut-être qu'elle préparait, méthodiquement, le terrain pour un scénario où la puissance américaine, si jamais elle décidait d'imposer des sanctions sévères sur Taïwan ou tout autre point de friction majeur, se retrouverait soudainement privée de son arme la plus redoutable, celle qui a fait plier l'Iran, la Russie, la Corée du Nord, et tant d'autres au fil des décennies. Et si cette version se confirme, les conséquences pourraient être bien plus graves que la simple perte d'un client pétrolier. Cela signifierait que Pékin a anticipé, avec des années d'avance, un conflit géopolitique majeur, et qu'elle a passé cette période à construire méthodiquement un bouclier financier, pièce par pièce, contrat par contrat, chambre de compensation par chambre de compensation, précisément pour le jour où ce bouclier deviendrait indispensable.
Il faut aussi se demander qui, dans ce basculement, sort réellement gagnant, et qui perd sans même s'en apercevoir tout de suite. Les producteurs de brut du golfe du Mexique perdent des débouchés, des emplois, des investissements. Les compagnies de transport maritime américaines perdent des contrats de fret. Les banques américaines perdent leur rôle d'intermédiaires incontournables dans les règlements internationaux. Mais les grands gagnants, eux, restent étonnamment discrets. Les banques chinoises qui développent leur propre système de compensation, les producteurs russes et iraniens qui trouvent des débouchés stables malgré les sanctions, et surtout, l'appareil d'État chinois, qui accumule, transaction après transaction, une influence structurelle sur l'ensemble de la chaîne énergétique mondiale. Ce n'est pas une victoire éclatante célébrée à grand renfort de discours. C'est une victoire silencieuse, presque invisible, mesurable uniquement dans des tableaux de statistiques douanières que personne, à Washington, ne semble prendre suffisamment au sérieux. Écrivez en commentaire où, selon vous, cela va mener. Et abonnez-vous, parce qu'à partir d'ici, tout ne fait que devenir plus sérieux. Il reste une dernière chose à considérer, peut-être la plus troublante de toutes. Ce basculement pétrolier n'a nécessité aucune déclaration de guerre, aucun sommet international retentissant, aucune rupture diplomatique officielle. Il s'est produit dans le silence total des salles de conseil d'administration, des bureaux de traders, des négociations bancaires discrètes entre Shanghai, Riyad, Téhéran et Moscou. Et c'est peut-être exactement cela qui rend ce phénomène si dangereux pour l'Amérique. Il n'y a pas d'ennemi unique à désigner, pas de traité à dénoncer publiquement, pas d'acte hostile évident à sanctionner en retour. Juste une accumulation silencieuse de décisions rationnelles, prises par des dizaines de pays qui ont simplement conclu, chacun à sa manière, que la fiabilité valait plus que la loyauté historique envers Washington. Et pendant que les caméras de la Maison-Blanche continuent de filmer des déclarations sur la domination énergétique retrouvée, sur la fermeté face au Venezuela, sur la victoire dans la guerre commerciale, les vrais chiffres, ceux qui comptent réellement, ceux qui déterminent qui contrôle véritablement l'énergie mondiale de demain, continuent de s'écrire ailleurs, dans une langue que Washington ne maîtrise plus, celle des contrats en yuan, des chambres de compensation asiatiques et des pétroliers qui ne passent plus jamais par les douanes américaines. Alors la question qui reste suspendue, celle qu'aucun communiqué officiel ne posera jamais ouvertement, c'est celle-ci. Quand exactement l'Amérique s'apercevra-t-elle que le monde a changé de standard sans jamais lui demander la permission? Et surtout, que fera-t-elle le jour où elle comprendra que ce n'est pas seulement le pétrole qui lui échappe, mais l'architecture entière du pouvoir financier mondial qu'elle croyait posséder pour toujours?